Mesdames, Messieurs, on vous accueille de nouveau à l'école autonome, cette fois-ci pour vous parler de la poésie de Maya Cousino-Mollène, qui a publié Bréviaire du matricule 082. Il s'agit d'une poète primée de la nation Innu. Bonjour. Oui, bonjour. Et si vous voulez bien partager avec nous un de vos poèmes. Bien sûr. Clergé affamé de l'innocence, ministre de l'anorexie territoriale, mon peuple est cerné. L'homme cruciforme a fait de nos femmes des secrets, de nos hommes des ombres. Puissent les poétesses délivrer notre nature, féminité chevelée. Puissent nos hommes chanter Nitassinan, legs de nos enfants. Or, Maya Cousino-Mollène, en tant que spécialiste en sciences des religions, quand j'ai lu ce poème, je me suis rendu compte, surtout que mon expertise, c'est l'histoire du christianisme au Canada, au Québec, et quand je l'ai lu, il y avait une force de frappe, d'autant plus que le titre fait référence au crucifix. Symbole chargé dans l'histoire pour vous. Absolument. Quand vous pensez au rapport entre les Premières Nations, les premiers peuples, le christianisme, le clergé, les croix, les crucifix, ces symboles semblent vous faire réagir des tripes dans votre poésie. Oui. Ben, en fait, c'est un peu à double tranchant parce que dans la nation Innu, notamment chez les aînés, ils sont encore très catholiques, très religieux. Mais une autre partie des gens comme moi ne se retrouvent pas dans cette religion. Moi, ça a commencé très jeune d'ailleurs. J'étais déjà dans le ventre de ma mère quand mon premier contact avec la religion catholique, via le curé, a été la gifle que le curé a donnée à ma mère quand il a appris qu'elle voulait me donner en adoption. Et il l'a frappé tellement fort qu'elle s'est évanouie. Donc, c'était mon premier contact avec la religion. C'était pas un des plus glorieux. Et par la suite, c'est être élevé dans l'ignorance, dans l'absence de notre histoire à nous, et être forcé d'aller à l'église, parce qu'il fallait aller à l'église, c'était des sœurs qui nous enseignaient. Et par la suite, passer les sacrements et tout ça, et apprendre plus tard dans la vie que le curé qui s'occupait de ma communauté est un abuseur. Ça, c'est quelque chose de très choquant. Et aussi, dans ma vie, dans tout ça, dans tout ce que le mal qui a été fait par ces gens qui ont interprété cette religion-là dans plusieurs mauvais sens, le mal qu'ils ont fait à nos peuples est pour moi pas nécessairement insurmontable parce que les gens sont résilients, mais pendant un moment, il fait impardonnable dans mon cas. Que ce soit par les écoles résidentielles, les abus multiples, violences sexuelles, physiques et tout, et l'impact qu'ils ont encore auprès de nous. Donc, d'où me vient cette hargne dans ma poésie, du moins dans ce texte-là. Il fallait que je la sorte parce que souvent je le dis que je vis ma joie, mais j'écris ce qui me rend triste, mélancolique ou en colère. Et d'ailleurs, quand on a parlé de la possibilité que le crucifix soit au milieu, vous avez refusé, mais et pour des raisons bien évidentes, qu'on comprend tout à fait. Mais y a-t-il moyen, par votre poésie, de vous prévaloir? Est-ce que c'est en fait votre propos dans ce poème, de prendre ce qui est sacré dans le christianisme, parmi le clergé, et d'y insuffler un tout autre sens au crucifix, à la croix? Non, pas pour moi. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Ce symbole-là ne veut plus rien dire pour moi. Si je suis rendue ailleurs,
Si je dois aller à des services funéraires pour des amis, des gens de la famille, je vais y aller, parce que c'est ce qu'on fait en famille. Mais pour moi, personnellement, ce n'est plus une religion auquel je me rattache, auquel je me reconnais et auquel je veux m'épanouir. Ça ne m'intéresse plus. Je comprends. Et Maya Cousino-Molen, vous savez peut-être que je collabore avec l'artiste visuel Eroma Awashish, qui est Atikamek, et qui a réalisé toute une série d'œuvres basées sur les symboles du christianisme. Et lors d'un atelier dialogique, elle a dit, mais chez les parents, les grands-parents, il y a un tel respect pour la religion. Comment est-ce que vous négociez, vous, comme femme inoue, poète, qui s'est affranchie des affres, parce que pour vous, ce sont des affres de la religion. Comment vous dialoguez? En fait, ce que j'en comprends, je sais que durant l'été, les Inuits et les Atikamekw vont à la fête de Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce que j'en ai compris, c'est qu'ils voient cette dame-là comme une grand-mère, une coucoum, donc une aînée. Donc l'importance des aînés chez les nations autochtones est très, très importante. D'ailleurs, les Québécois devraient en prendre de la graine, ils devraient s'inspirer. Et donc, il y a ce respect-là que moi je respecte. Je veux dire, si des gens dans ma famille sont catholiques et vont à l'église, je vais les respecter. Je ne serai pas après eux pour leur dire « va apostasier, mets-toi à notre religion ». Non, c'est mon choix personnel, mais je ne l'impose à personne. C'est comme ça que je le vis. Et je ne suis pas à crier quand je vais dans ma communauté que je suis contre la religion catholique puis qu'il faut arrêter ça. C'est ma poésie, je l'ai écrit, je l'ai publié. C'est surtout la population non autochtone qui prend mes livres ou qui l'étudie. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore eu de retour sur ce que j'écris. Reprochez-vous aux missionnaires, aux clergés, aux prêtres et aux sœurs d'imposer leur religion aux Premières Nations? L'histoire nous le montre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont jugés sévèrement. Ils nous ont jugés selon des principes qui, à l'époque, pour eux semblaient modernes, mais qui, pour nous, semblent terriblement dépassés. N'ont pas pris la peine de nous regarder comme des êtres humains. Ils nous voyaient comme des gens sans âme, des sauvages, des païens, donc, et ont tout de suite voulu nous rendre comme eux afin de pouvoir mieux nous gérer. Je pense pas que c'était vraiment dans le but de sauver nos âmes, c'était dans le but de mieux nous gérer. Et il n'y a rien pour moi qui justifie aussi la maltraitance que les peuples autochtones ont vécue de leur part. Aucune. Et dans ce poème spécifique, à la page 25 du bréviaire du matricule 082, il y a une thématique qui, j'estime, en tant que traducteur, d'ailleurs j'ai le privilège de traduire ce recueil en anglais, presque un leitmotiv qui vient et qui revient à maintes et maintes reprises. C'est l'innocence volée, l'innocence violée. Oui, il y a tellement d'histoires d'abus dans les communautés de la part de ces gens-là que c'en est effrayant. On en parle encore, on le vit encore. Des romans sont écrits sur ces sujets-là, mais c'est très difficile à lire pour certains si on n'a pas un filet social pour nous récupérer. Et donc oui, on avait une non-manière de vivre et quel droit ces gens-là se donnaient de la juger, de vouloir tellement la faire disparaître. Donc oui, il y a une espèce, pour moi, toucher aux enfants, c'est toucher à l'innocence, naturellement. C'est détruire, quand on leur fait mal, on les agresse, c'est détruire ce qu'ils ont de beau en eux. Ils doivent passer toute leur vie à en guérir ou à répéter le traumatisme qu'ils ont vécu. Pour être résilient de tout ça, il faut être extrêmement fort. Il y a, n'est-ce pas, ce que moi j'appelle en tant que spécialiste en sciences des religions, et il y a un vol de l'innocence, un vol de l'âme, un vol de l'esprit. Et vous semblez
vraiment nous tenir rigueur à ceux et celles qui sont des voleurs d'innocence, voleurs d'âme, voleurs de l'esprit. Ben, je tiens rigueur à ces gens-là, je ne tiens pas rigueur à l'ensemble de la société. C'est une immense affaire. Je veux dire, souvent on nous demande comment on peut nous aider si les gens qui sont non autochtones mettent la main à la pâte pour aider à mieux nous faire connaître, à mieux partager notre histoire, à la comprendre aussi, ne pas être obligé de la porter sur ses épaules et ne pas se sentir coupable de tout ça, mais participent à cet effort collectif et positif, là, ils nous aident. Mais s'ils préfèrent ne rien faire et rester bien confortables dans leurs préjugés, c'est là que, oui, je peux tenir rigueur. Et c'est intéressant, vous venez d'employer un mot, coupable, la coupabilité. Et il y a, on vient de le voir, avec le 30 septembre 2021, c'est la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et dans vos poèmes, et d'ailleurs dans vos actions militantes, dirais-je, vous semblez faire la part des choses entre une coupabilité qu'il faut assumer et une fausse culpabilité. Est-ce que ça sonne juste? Ben, moi, je tiens rigueur aux gens de l'Église, à ceux qui refusent de voir leurs responsabilités. C'est surtout après eux que j'en ai. Et les autres, ben, c'est des gens avec qui je travaille, des gens comme vous, les gens avec qui je collabore, comme le 30 septembre qui vient de passer, ben, j'ai eu la chance de faire une performance avec le poète Alexandre Deschaines. Et on a d'ailleurs dédié notre performance justement à cette première journée de vérité et réconciliation. Ça a été dédié aux survivants et survivantes. Et quand j'ai écrit un texte justement cette journée-là là-dessus, ça a été pour ma mère Anne Napès, Innu, qui a été dans les pensionnats et qui l'a trouvé très difficile. Donc, les gens comme ça qui nous aident, qui sont là, qui comprennent nos combats, j'ai beaucoup d'admiration pour eux et de respect. Donc, voilà. Et en parlant de votre mère et les pensionnats, quand on lit ce recueil bréviaire du matricule 082, j'ai l'impression que le fantôme des pensionnats vous hante, même si vous ne l'avez pas vécu vous-même. C'est peut-être ce qu'on appelle le trauma intergénérationnel. Je veux dire, le traumatisme peut-être que j'ai vécu, c'est de ne pas avoir pu vivre avec ma famille Innu. Parce que tout ce qui est religion et société est arrivé et a détruit l'ordre naturel de nos communautés. Et ma mère, quand elle a accouché de moi, elle a très vite compris qu'elle ne pourrait pas m'élever comme elle voulait, elle ne pourrait pas me garder comme elle voulait. Donc, elle a été voir une famille québécoise et a demandé à Mme Gracia Maloney, ma mère adoptive, si elle pouvait me prendre. Donc, ils ont accepté et j'ai été dans ma nouvelle famille. Mais, veux pas, il y a un traumatisme qui reste pareil. Et pendant un certain temps, j'ai vécu de la colère envers ma mère biologique parce que je comprenais pas. Jusqu'à temps, après la mort de ma mère adoptive, on a été voir Anne pour lui porter quelque chose et ma sœur adoptive qui était avec moi disait « Anne, elle t'a fait un cadeau, elle t'a trouvé une famille. » Puis ça, c'est vrai. Parce que j'ai quand même eu un milieu qui n'était pas parfait, mais où quand même j'ai pu accomplir des choses que je voulais faire, accomplir certains rêves, et que mes parents m'ont beaucoup aussi encouragé à l'écriture, la lecture, et m'ont encouragé aussi à revenir aider les miens. Alors, et c'est ironique, vous êtes en noir, je suis en blanc, donc ces questions des relations entre des blancs et les premiers peuples, pour vous, ce n'est pas nécessairement noir et blanc, il faut nuancer. Ben oui, il faut nuancer. Si je serais quelqu'un de pas de nuance, je ne collaborerais pas avec des non-autochtones. Je ne suis pas une personne intégriste ni extrémiste. Souvent, j'ai eu dans la vie des gens qui m'ont forcé à choisir entre des Québécois et des Autochtones, et jamais je ne choisirais.
Je veux toujours, ma bataille, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux, de trouver le chemin d'harmonie entre ces deux univers-là. Et c'est juste en poursuivant obstinément ce genre de combat-là que je crois qu'on peut arriver à le trouver. Je veux dire que je participe à des résidences d'artistes avec des poètes québécois et québécoises ou de d'autres origines. Moi, je m'épanouis beaucoup plus dans ce genre d'activité-là que de juste rester enfermé sur moi-même. Mais est-ce que cela veut dire, vous avez parlé de traumatisme intergénérationnel, en fait, par votre personne même, vous faites de la médiation culturelle. Vous êtes Innu, élevé dans une famille des Blancs, et j'ai l'impression naviguer, négocier. Est-ce que cela n'implique pas, mademoiselle Cousineau-Molène, que vous devez marcher sur une corde raide parfois? Depuis le début de ma vie, c'est ça. J'ai appris très jeune à déambuler dans ce genre d'univers. Très jeune, très très jeune. Je continue encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec l'expérience et l'âge, je me rends compte un peu de ce qui peut déranger, de ce qui peut amener les Québécois, mettons, à vouloir faire mettons, changer de position d'observation sur nous, ou de la part des Autochtones, ce qui devrait être fait aussi de la part des Premières Nations. Donc, ça ne m'attire pas juste des amis, mais je suis très à l'aise avec les positions que j'ai à prendre, par exemple. Et sur le plan identitaire, qui est les quêtes identitaires, ce sont des enjeux qu'on appelle en philosophie des premiers principes, à mon humble avis, de la question de la condition humaine. Alors, est-ce que parfois vous vous trouvez prise dans ces quêtes identitaires? Ben, c'est parce que l'humain aime beaucoup catégoriser. On aime beaucoup nous mettre dans des cases. Et oui, des fois, je me trouve pris là-dedans, dans ces quêtes identitaires, notamment durant la crise d'Oka. Il fallait choisir. Puis moi, j'étais incapable de choisir. J'étais un être humain. Innu veut dire être humain. Et j'ai eu à vivre des expériences de racisme à cause de mon origine. Je peux dire que depuis que je suis à Montréal, ça m'arrive beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus réceptifs à la poésie. La poésie, d'ailleurs, est un merveilleux outil de médiation pour ouvrir le dialogue sur un sujet qui est difficile. C'est ce que j'ai remarqué. Ça ne met pas les gens sur la défensive parce que la poésie touche leurs sentiments. Ils vont prendre un poème, vont l'interpréter selon leur expérience et par la suite vont être intéressés à parler à l'auteur, pour partager ce qu'ils sont puis aussi être ouverts à ce que nous, pourquoi on l'a écrit. Est-ce que vous voulez dire ainsi que la poésie est un moyen, un médium en quelque sorte, pour démystifier les relations troubles entre Blancs et premiers peuples? Ça peut aider, je crois, oui. Oui, on a besoin de ça, on a besoin de démystifier beaucoup de choses. Ouais. Et ici, vous mettez vos doigts sur le rôle du clergé. D'ailleurs, le synonyme ministre, et vous parlez de l'homme cruciforme. Mais au troisième strophe, vous parlez « puissent les poétesses délivrer notre nature, féminité échevée ». Est-ce que vous voulez dire que votre travail, c'est un travail en tant que poète de libération? Je crois que oui. Puis comme il y a beaucoup de femmes autochtones qui écrivent, et beaucoup d'hommes autochtones qui peignent, sans faire une grande, sans généraliser, je trouvais qu'à ce moment-là, parler des poétesses en général faisait du sens pour moi à ce moment-là, quand je l'ai écrit. Vous libérez des stéréotypes, des caricatures envers les Premières Nations. Vous libérez des doctrines, sinon des dogmes du christianisme et du clergé. Oui, entre autres. Mais c'est pas évident de se libérer parce qu'après ça, il faut se réinventer. Et je trouve que je pense à M. Jean-Louis Fontaine, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, qui a fait une recherche sur la spiritualité et les rites chez les Inuits. Et il a passé par les écrits des Jésuites
oui, les relations. Oui, les relations avec les jésuites. Donc, veut pas, ces relations-là devaient être teintées aussi de jugement, de biais. Et ça a dû... En tout cas, je salue M. Fontaine pour avoir été capable de ressortir ce qui était inou là-dedans. Tu sais, j'ai pas pu tout lire son ouvrage, mais c'est un apport majeur pour moi, en tout cas. Je trouve intéressant. Et c'est d'autant plus fascinant, Maya Cousineau-Mollaine, quand on regarde les relations des jésuites, et là on remonte à la Nouvelle-France, c'était des clergés, c'était des clercs, c'était des prêtres, et sous un jour intellectuel académique, ces relations des jésuites constituent ce qu'on appelle des sources primaires en ethnologie, en anthropologie et, croyez-le ou non, en botanie. Alors, pour vous, il ne s'agit pas, si je comprends bien, de rejeter comme ça, puisque c'était des clercs, des prêtres, des jésuites, de rejeter ces ressources primaires, mais plutôt d'en faire la part des choses. Oui. Ben oui, il ne faut pas tout rejeter de ce qui a été écrit sur nous. Tu sais, je veux dire, nous, les Inuits, on est de tradition orale. On commence depuis quelque temps à écrire tout ça, tu sais, mais si on veut retourner en arrière et se rappeler comment on vivait, on n'a pas le choix de passer par ces médiums-là. Donc, mais il faut y aller avec prudence aussi. Et là, vous soulevez un autre point très pertinent dans le cas de la poésie, l'oralité. Le verbe prononcer, le verbe articuler, le verbe dit. Et en point tel, il y a une savante, Angela Davis, qui parle d'orature, plutôt de culture quand c'est écrit, mais orature quand c'est oral, que la base de la culture est tout à fait la parole verbale. Est-ce que, et là je pousse la question, quand on a déraciné bien des générations des premiers peuples, le premier déracinement, c'était la langue. Oui. C'était donc l'oralité. Oui, absolument. Comment, pour vous, écrire la poésie, c'est une façon de retrouver la voix, de retrouver l'oralité? Oui, oui, c'est une façon pour moi, parce que c'est sûr que quand je fais des lectures, je ne fais pas juste donner mon livre au spectateur puis lisez, c'est que je partage mes textes en les récitant, en les lisant, en essayant de les apprendre par cœur si possible, et en faisant des performances. Donc, c'est une façon de faire vivre ce que je suis en tant que femme Innu autrement. Et en parlant de quête identitaire, vous qui êtes Innu de naissance, élevé dans une famille des Blancs, est-ce que la composition des poèmes, d'écrire la poésie, est pour vous en soi une quête identitaire, une façon d'articuler votre identité comme Innu? En fait, j'aime beaucoup la langue française parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de mots. C'est sûr qu'on ne choisit pas la langue qui nous a colonisés, que ce soit anglais ou français ou espagnol. Mais quand même, j'ai été élevée dans cette langue-là. C'est une langue qui est comprise majoritairement par les gens d'ici. Si j'ai un message à faire passer, je dois le faire en français. C'est sûr que je mêle des mots d'Innu, je mêle des mots de ma langue dans mon livre. Et il y a un lexique en arrière pour amener les gens justement à s'intéresser. Et moi, mon but, c'est toujours de créer des ponts. C'est pas de faire des rebutades, des rebuffades ou tout ça, de revirer les gens. C'est de créer des ponts. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, en quelques minutes, on vous revient avec la poète Innu Maya Cousineau-Mollaine au sujet de son recueil primé Bréviaire du matricule 082.